Tu te réveilles fatigué alors que tu as dormi 8 heures. Tu ouvres les yeux et c'est comme si ta journée commençait déjà avec une dette invisible. Tu regardes ton téléphone, tu scrolles et en quelques secondes, tu as perdu le fil de toi-même. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'au fond, tu ne sais plus très bien pourquoi tu fais tout ça. Tu as des objectifs, des rêves, mais tu les regardes comme à travers une vitre. Quelque chose en toi freine, quelque chose en toi résiste. Et cette résistance, tu la ressens dans ton corps, dans ton esprit, comme un brouillard qui revient chaque matin, malgré tous tes efforts. Mais si ce brouillard n'était pas un ennemi, et si ta fatigue, ton inconfort, ton mal-être étaient des messages, des signaux, des appels, non pas pour abandonner, mais pour te retrouver. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des phrases creuses ou des injonctions de motivation. Ce sont des vérités oubliées, des outils que les stoïciens utilisaient pour se construire chaque jour, et que la science moderne valide enfin. Si tu es, ou as déjà été, dans cette situation, si tu sais ce que ça fait de vouloir avancer sans savoir par où commencer, alors laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire, ou simplement écrire un merci pour marquer le début d'un vrai changement. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, et ce à quoi tu résistes, tu le portes, même en dormant. C'est peut-être pour ça que tu te réveilles fatigué. Pas à cause d'un manque de sommeil, mais à cause de ce que tu fuis chaque jour en silence. Les neurosciences confirment aujourd'hui que ce qu'on appelle fatigue n'est pas toujours physique. Selon une étude menée par l'Université de Pennsylvanie, près de 64% des adultes ressentent une fatigue chronique d'origine psychologique et non biologique. Et ce qui épuise le plus, ce n'est pas le travail, ni même les responsabilités, mais le conflit intérieur non résolu. Ces microcharges mentales qu'on accumule, ces pensées non exprimées, ces peurs mises sous le tapis. Tu dors, mais ton esprit reste éveillé, en alerte, prêt à lutter contre ce que tu refuses d'affronter. Épictète l'avait déjà compris. Ce ne sont pas les événements qui nous épuisent, mais la manière dont nous les percevons. Tu n'es pas fatigué d'avoir vécu. Tu es fatigué de t'être battu contre toi-même. Et tant que tu refuses de regarder dans les yeux ce qui te hante, chaque réveil te semblera comme un rappel brutal que tu t'es encore trahi la veille. Freud parlait du mécanisme de résistance, ce processus inconscient par lequel on détourne notre énergie mentale pour éviter un sujet douloureux. Ce qu'il n'avait peut-être pas prévu, c'est que dans une société de distraction permanente, cette résistance devient un mode de vie. Tu ouvres les yeux, tu regardes ton téléphone, et immédiatement, tu évites. Tu repousses le silence, tu repousses les questions, et sans même t'en rendre compte, tu recommences à fuir, dès le réveil. La fatigue que tu ressens, c'est aussi celle de ne pas avoir de direction. Une étude de l'Université d'Oxford sur la motivation montre que les personnes sans objectif personnel clair ont un niveau d'énergie en moyenne 35% plus bas, même si leur sommeil est bon. Tu peux dormir 8 heures, mais si tu te lèves sans pourquoi, sans tension créatrice, ton système nerveux reste en mode flottement. Et ce flottement, c'est ce qui te vide. Marc Aurèle, empereur et philosophe, se battait chaque matin contre la tentation de rester dans son lit. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Pourquoi rechigner à faire ce pour quoi tu es né? Ce n'est pas une question poétique, c'est une stratégie de survie intérieure. Se reconnecter chaque matin à une raison d'agir, même petite, même imparfaite. Car sans ça, la fatigue devient une habitude, et l'habitude devient ta nouvelle norme. Tu veux savoir pourquoi tu te lèves fatigué? Regarde ce que tu refuses d'affronter. Pose-toi cette question au réveil. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter aujourd'hui? Ce simple exercice active une zone précise de ton cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, lié à la prise de décision et à l'autorégulation émotionnelle. Plus tu acceptes de nommer ce que tu fuis, plus ton esprit cesse de lutter contre lui-même. Travailler sur soi commence par là, par se réveiller, non pas pour courir, mais pour se rencontrer. Tu n'as pas besoin de plus de sommeil, tu as besoin de plus de clarté, plus d'alignement. Et ça, aucun café ne peut te le donner. Seul le courage de regarder dans la bonne direction. Cette fatigue que tu ressens,
c'est peut-être ta boussole. Et si tu la suivais, au lieu de la combattre? Peut-être qu'elle te montre justement ce que tu as cessé d'honorer en toi. Et peut-être que c'est là, dans ce face-à-face, que commence enfin ton vrai réveil. Si ce début de vidéo t'inspire, laisse en commentaire « Je deviens meilleur » pour ancrer ce changement en toi et laisse un like. Maintenant, on passe à la suite. Marc Aurèle écrivait « Ce qui te gêne te forme. Ce que tu évites est souvent ce dont tu as le plus besoin. » Et il avait raison. Ce n'est pas la souffrance qui te détruit. C'est ton incompréhension face à cette souffrance. Ton incapacité à la lire comme un signal. Car chaque inconfort porte un message, un miroir que tu refuses de regarder. Une étude publiée dans The Journal of Behavioral Science révèle que 85% de nos pensées récurrentes sont négatives et que 90% d'entre elles sont exactement les mêmes que la veille. Tu ne souffres pas parce que le monde est hostile. Tu souffres parce que tu revis chaque jour un schéma intérieur non résolu. Et chaque inconfort, même petit, est comme une alarme. Il ne veut pas ton mal, il veut ton attention. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas mis en conscience revient sous forme de destin. Ta jalousie, ton irritation, ton anxiété soudaine, tout cela n'est pas là pour te détruire. C'est ton être profond qui crie qu'il est temps de t'écouter. Mais à chaque fois, tu fais taire ce signal. Tu scrolles, tu manges, tu t'agites, tu repousses. Tu fais semblant d'être fort. Le stoïcisme ne t'invite pas à ignorer tes souffrances, mais à dialoguer avec elles. Sénèque écrivait « On ne guérit pas une douleur en la fuyant, mais en la regardant fixement. Le problème, c'est que ton éducation, ta culture, t'ont appris l'inverse. On t'a dit qu'il fallait éviter la douleur, te distraire, te surpasser. Mais la vérité, c'est que la douleur est un outil d'alignement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une boussole. Des études en psychologie émotionnelle montrent que l'émotion ignorée devient une tension corporelle et que les personnes qui répriment leurs émotions ont un risque cardiovasculaire accru de 47%. Ce que tu appelles mal-être est peut-être simplement une information bloquée, une vérité que tu refuses d'écouter, parce que l'écouter voudrait dire changer quelque chose, prendre une décision, t'éloigner d'une relation toxique, reprendre un rêve que tu as enterré. Et c'est là que le stoïcisme est révolutionnaire. Il ne te dit pas « tout va bien aller », il te dit « tu es capable d'endurer ce qui est nécessaire ». Endurer, ce n'est pas souffrir pour souffrir. C'est traverser l'inconfort avec conscience. C'est comprendre que ton émotion n'est pas là pour t'engloutir, mais pour t'informer. Ton angoisse du lundi matin n'est pas un hasard. Elle te dit que tu vis contre toi-même. Ton irritation face à une personne est un révélateur de ce que tu n'as pas encore guéri. Ton stress constant est peut-être un cri pour revenir à l'essentiel. En 2022, un rapport de l'OMS soulignait que le mal-être émotionnel touche une personne sur 3 dans les pays développés et que la majorité d'entre elles ne savent pas expliquer ce qu'elles ressentent, parce qu'on leur a appris à éteindre l'alarme sans éteindre l'incendie. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux te poser la vraie question. Et si ce que je ressens n'était pas un problème mais une piste? Et là, quelque chose change. Tu ne subis plus ton inconfort. Tu l'écoutes, tu le traduis. Et en l'acceptant, tu te répares. C'est ça, le travail sur soi. Ce n'est pas méditer dans un calme parfait. C'est rester présent au milieu du chaos, regarder en face ce qui dérange, sans détourner le regard. Car souvent, c'est là que tu te retrouves. Et c'est là que commence le vrai pouvoir intérieur. Tu crois peut-être que tu es paresseux, que tu manques de volonté, que tu n'as pas la motivation. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un manque d'énergie qui t'épuise, c'est un manque de clarté. Les neurosciences sont formelles, l'humain n'est pas naturellement motivé. Il est naturellement orienté vers l'économie d'énergie. Son cerveau cherche à éviter toute action sans récompense claire. Le professeur Andrew Huberman, chercheur à Stanford, explique que le cerveau active la dopamine, non pas quand tu atteins un objectif, mais quand tu sais précisément où tu vas. Autrement dit, tu ne bouges pas parce que tu ne sais pas pourquoi tu devrais bouger. Et là, il faut le dire franchement, si tu passes ton temps à chercher de la motivation sur YouTube, des vidéos inspirantes, des citations, des discours, c'est que tu essaies de remplir un vide qui ne se comblera jamais avec de l'émotion temporaire.
Le stoïcisme ne te parle pas de motivation, il te parle de direction, de but, de boussole. Épictète disait, si tu veux progresser, fixe-toi un objectif ferme, puis ne le perds jamais de vue. Mais aujourd'hui, on nous gave de distractions, de possibilités, d'envie des autres. Tu veux tout, et donc, tu avances nulle part. Une étude menée par Harvard a montré que l'indécision chronique réduit de 35% la productivité mentale, même chez des individus très intelligents. Et pire, plus tu changes souvent de cap, plus ton cerveau te punit en réduisant ton taux de dopamine. C'est ce qu'on appelle l'effet zapping. Tu te perds dans les options et tu finis vidé avant même d'avoir commencé. Jung l'avait déjà compris. Il disait que l'être humain souffre moins de ce qu'il vit que de ne pas comprendre pourquoi il le vit. Tu fais un job qui te ronge, tu subis une routine vide de sens, tu t'abrutis d'activités qui ne construisent rien. Alors ce n'est pas ton énergie qui faiblit, c'est ta boussole qui est brisée. Mais comment on retrouve une direction quand on ne sait même plus ce qu'on veut? On ne cherche pas une réponse magique. On commence par écouter ce qui te révolte, ce qui t'obsède, ce qui te frustre. Car là où il y a tension, il y a sens. Si une injustice t'insupporte, peut-être que ton énergie est là. Si tu admires profondément quelqu'un, demande-toi ce que tu admires réellement. Est-ce sa liberté, son art, son courage? Ça, c'est un début de direction. Marc Aurèle ne s'est pas réveillé un matin avec une grande motivation. Il avait des responsabilités colossales, des guerres, des trahisons, des deuils. Mais il savait où il allait. Il voulait être un homme juste, pas un homme populaire, un homme utile, pas un homme applaudi. Et cette clarté lui donnait une force que même les plus grands empires n'ont pas pu lui enlever. Tu cherches peut-être la motivation pour te lever, travailler sur toi, changer tes habitudes. Mais ce que tu dois chercher, c'est la raison pour laquelle tu ne veux plus vivre comme avant. La vraie question, ce n'est pas « comment je trouve la motivation ?» c'est « qu'est-ce que je ne suis plus prêt à accepter dans ma vie ?» À partir de là, le feu intérieur commence. Pas explosif, mais constant, comme une ligne droite que plus rien n'arrête. Et ce feu-là, c'est ta direction. Il y a une chose que personne ne t'apprend à faire, te regarder sans te condamner. On t'a dit d'être productif, on t'a dit d'être gentil, on t'a dit d'être fort, mais on t'a rarement appris à t'observer, à faire une pause, à regarder tes gestes, tes pensées, tes réactions, sans les fuir et sans les punir. Sénèque écrivait « Chaque soir je me juge, je m'interroge, je me demande ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait et ce que je pourrais faire autrement. C'est ainsi que je deviens meilleur, sans devenir amer. » Voilà ce qu'on a oublié, l'auto-analyse, oui, mais pas l'auto-sabotage. En psychologie cognitive, on parle de métacognition, la capacité à penser à ses propres pensées. C'est un super pouvoir, littéralement. Des études du MIT montrent que les personnes qui pratiquent la métacognition ont 30% plus de chances d'évoluer positivement dans un environnement stressant, car elles savent observer sans s'effondrer. Mais pour beaucoup, ce pouvoir se transforme en poison. L'auto-observation devient jugement. Et le jugement devient honte. Combien de fois tu t'es surpris à penser « je suis nul » ou « je ne suis pas à la hauteur ». Mais ces phrases ne sont pas des constats, ce sont des condamnations. Tu ne fais pas que t'analyser, tu t'enchaînes toi-même à un rôle. Et le pire, c'est que ton cerveau, lui, croit ce que tu répètes. La plasticité neuronale est formelle. Plus tu répètes une pensée, plus elle devient un réflexe, même si elle est fausse, même si elle te détruit. Alors comment faire? Comment devenir lucide sans devenir cruel? Le stoïcisme répond avec une élégance brutale, en distinguant ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Épictète répétait « N'accuse jamais ni les dieux ni les hommes. Si quelque chose te dérange, regarde si c'est sous ton contrôle. Si ce n'est pas le cas, relâche. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la responsabilité bien dirigée. Quand tu observes que tu as réagi avec colère, ce n'est pas une invitation à te haïr. C'est une opportunité de comprendre quelle peur a été activée. Quand tu vois que tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est peut-être parce que tu as peur de l'échec, ou du jugement, ou de réussir,
et de ne plus savoir quoi faire après. Carl Rogers, le père de la thérapie humaniste, disait « Le curieux paradoxe, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Le stoïcien ne s'aime pas aveuglément. Il se regarde avec fermeté et tendresse à la fois. Il n'est ni son bourreau, ni son avocat. Il est son propre maître. Prendre 5 minutes par jour pour s'auto-observer change littéralement la structure de ton cerveau. L'université de Yale a démontré que les pratiques de relecture quotidienne augmentent l'activité du cortex préfrontal ventromédian, zone liée à la régulation émotionnelle et à la prise de décision. En clair, plus tu te regardes en vérité, plus tu t'élèves. Mais il y a une règle, une seule. Tu n'as pas le droit de te juger sans chercher à comprendre. Sinon, tu ne fais que te condamner pour des erreurs que tu ne comprends même pas. Et tu répètes le cycle. Être stoïcien, ce n'est pas être parfait. C'est être radicalement honnête, sans cruauté. C'est avoir le courage de dire « là j'ai échoué, là j'ai eu peur, là j'ai fui ». Mais aussi « là j'ai progressé, là j'ai tenu bon, là j'ai fait mieux qu'hier ». C'est ça, être son propre juge, pas pour se punir, mais pour s'élever. Marc Aurèle l'écrivait sans détour. Ce qui fait obstacle à l'action la fait progresser. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. Et cette phrase, elle peut changer une vie, parce qu'elle te renverse. Elle t'apprend que ce que tu appelles problème n'est peut-être pas un accident. C'est peut-être une matière première. On ne t'a jamais appris à penser comme ça. On t'a appris que les problèmes sont des interruptions, des punitions, des signes que tu fais mal les choses. Mais le stoïcien pense à l'envers. Il ne se demande pas « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Il se demande « Qu'est-ce que je suis censé apprendre ici ?» Et la science le confirme. Une étude menée par l'Université de Chicago a montré que les individus qui perçoivent les événements négatifs comme des opportunités d'apprentissage développent 25% de résilience mentale en plus que les autres. Mais ce n'est pas tout. Leur système immunitaire est plus fort, leur niveau d'anxiété plus bas, parce qu'ils arrêtent de subir. Ils transforment. Viktor Frankl, neurologue et survivant des camps de concentration, l'a dit avec des mots qui frappent. L'homme ne peut pas toujours choisir ses circonstances, mais il peut toujours choisir comment y répondre. Et dans ce choix réside sa croissance. Il a vu la pire horreur, et pourtant, il en a tiré une philosophie de vie, un levier. Pas un discours, un levier. Et toi, que fais-tu avec ce que tu traverses? Tu te demandes peut-être pourquoi la vie est aussi dure avec toi. Pourquoi les autres semblent avancer alors que toi tu tournes en rond. Mais pose-toi une autre question. Et si cette épreuve était exactement ce dont tu avais besoin? Il y a des choses que tu n'aurais jamais comprises sans cette rupture, cette trahison, cette solitude. Tu ne te serais peut-être jamais réveillé sans ce burn-out. Tu n'aurais jamais changé sans ce rejet. Tu ne serais pas en train d'écouter ce texte s'il ne s'était rien passé de difficile dans ta vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un point d'inflexion. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de toi que tu caches, que tu nies, que tu refuses. Et il disait que ce n'est qu'en traversant l'ombre qu'on atteint la totalité de soi. Chaque obstacle, chaque crise, chaque humiliation est une porte d'entrée vers cette partie de toi que tu n'as jamais explorée. Parce que tu avais peur, ou parce que tu croyais que ça allait passer tout seul. Mais ça ne passe pas. Pas tant que tu refuses de l'intégrer. Le stoïcisme te pousse à arrêter de résister. Il te dit, prends cet obstacle à bras le corps, plonge dedans, cherche le cadeau caché dans la douleur. Parce que oui, il y en a un, toujours. Même la science neurologique le montre. Quand tu réinterprètes consciemment un événement difficile, ton cerveau active des connexions neuronales nouvelles. C'est la neuroplasticité. Tu reprogrammes ton interprétation, et donc ta réalité. Tu veux évoluer? Ne cherche pas des chemins plus faciles. Cherche des manières plus profondes d'utiliser ce que tu as déjà vécu. Ton passé n'est pas une condamnation, c'est une bibliothèque. Chaque échec est un manuel, chaque douleur, un langage. Mais tu dois apprendre à lire ce langage. Sinon, tu confonds le message avec la souffrance. Rien ne t'arrive par hasard, et ce que tu refuses de transformer te transformera quand même. Autant le faire consciemment.
Marc Aurèle, empereur d'un empire en guerre, écrivait chaque soir dans son journal, pas pour faire de la philosophie, mais pour ne pas perdre son âme au milieu du chaos. Il se parlait à lui-même, en toute honnêteté. Il relisait sa journée, ses actes, ses erreurs, ses pensées. Et dans cette pratique simple, il construisait sa stabilité, sa lucidité, son pouvoir intérieur. Aujourd'hui, la science valide ce que les stoïciens faisaient déjà il y a 2000 ans. Une étude de l'Université de Californie a révélé que le simple fait d'écrire quelques lignes sur ses pensées et émotions en fin de journée réduit de 27% le stress chronique et améliore significativement la qualité du sommeil. Mieux encore, cette pratique renforce la mémoire émotionnelle, augmente la clarté mentale et diminue les ruminations nocturnes. Mais très peu de gens le font. Pourquoi? Parce que tu termines ta journée comme tu termines une série, en t'échappant. Tu poses ton téléphone trop tard. Tu scrolles jusqu'à l'épuisement. Tu éteins la lumière avec cette impression de n'avoir rien vécu de vraiment fort, mais d'avoir quand même tout donné. Et tu recommences le lendemain, sans ancrage, sans bilan, sans clôture. Mais ton esprit, lui, n'a jamais signé pour ça. Il a besoin d'une fin, d'un point, d'un espace où il peut se dire « Voilà ce que j'ai fait. Voilà qui je suis devenu aujourd'hui. » Sinon, les jours s'empilent comme des feuilles mortes. Et très vite, tu oublies pourquoi tu fais tout ça. Sénèque disait « La vie sans examen est errante. Elle n'est pas vécue, elle est gaspillée. » Les stoïciens pratiquaient un rituel simple. Avant de dormir, ils se demandaient « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Qu'est-ce que je ferai mieux demain ?» Pas pour se punir, mais pour se réconcilier. Car c'est de ça qu'il s'agit. Pas d'un contrôle permanent, pas d'une quête de perfection, mais d'une réconciliation quotidienne avec soi-même. Te regarder sans masque, t'accepter sans excuse, et choisir en conscience de t'ajuster un peu demain. La psychologie moderne appelle ça la rétroaction émotionnelle consciente. C'est une des techniques les plus puissantes pour créer un changement durable, car ton cerveau apprend par répétition et par attention. Plus tu termines ta journée avec intention, plus ton esprit imprime ce que tu veux vraiment devenir. Et tu n'as pas besoin d'un journal de 10 pages. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Tu as juste besoin de fermer la boucle, d'arrêter ton flot intérieur, de regarder ta journée droit dans les yeux, même si elle a été difficile, même si tu n'es pas fier, surtout si tu n'es pas fier, parce que c'est là que tu reprends le pouvoir. Demain commence toujours ce soir. Et plus tu feras de tes soirs des instants de clarté, plus tes matins seront puissants. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi. Mais tu as besoin, profondément, de savoir que tu t'es vu, que tu n'as pas fui, que tu es resté présent, jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça, le vrai début de la liberté.